à tous. Donc, je suis toujours la directrice de la rédaction de Bâti Actu. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette table ronde promoteurs immobiliers, l'heure des reconversions. Quelle tendance! Cela fait maintenant plus de 20 ans que notre secteur a entamé plusieurs mues. Mais ces dernières années, et plus particulièrement depuis les crises successives que nous connaissons, ces mutations s'accélèrent. Transition numérique, énergétique, environnementale sont menées de front. L'urgence climatique aussi se rappelle avec nous avec force. Il faut que la société change. Ses besoins et ses usages aussi évoluent. Je vais vous laisser vous installer rapidement, s'il vous plaît. On a déjà pris un petit peu de retard. Je vais appeler mes intervenants. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste faire ce transmutation sans faire de bruit? Je vous engage à bien rester pour cette conférence. Installez-vous rapidement. Donc, je le rappelle, transition numérique, énergétique, environnementale sont menées de front. Les mutations s'accélèrent dans notre secteur. Il faut faire face à une société qui change, dont les usages et les besoins évoluent. Depuis quelques mois, c'est le secteur du logement lui-même qui connaît une crise importante. Effondrement de la construction neuve, difficultés économiques, hausse des coûts. Qu'est-ce qu'un promoteur immobilier aujourd'hui? Quels sont les impacts de ces bouleversements successifs? Merci pour en parler d'accueillir Meka Brunel. Je ne vous voyais plus. Meka, je vous en prie, montez. Meka Brunel, vous êtes aujourd'hui présidente de l'Université de la Ville de demain, sous l'égide de la Fondation Palladio. Vous êtes également administrative de Amerson PLC et de CDC Habitat et présidente d'honneur de l'Alliance HQE en France GBC. Merci d'être avec moi à ses côtés. À mes côtés, vous étiez également jusqu'à l'année dernière directrice générale de Gecina. Vous serez avec moi pour animer cette table ronde, tel un grand témoin. Voilà, vous pourrez bien sûr intervenir à tout moment. Merci beaucoup. Je voulais juste saluer la salle et dire à quel point je suis heureuse d'être là. Merci. Mais on est très heureux d'être avec vous. Vous avez le droit d'applaudir, Madame Brunel, d'être avec nous. Merci. Olivier de la Roussière, je vous en prie, montez sur scène. Olivier de la Roussière, vous êtes président de Vinci Immobilier. Stéphane Dallier, directeur général du pôle promotion résidentielle chez Nexity. Merci aussi d'être avec nous. Vous avez le droit d'applaudir nos intervenants, hein, j'insiste. C'est quand même un honneur de les avoir avec nous. Et enfin, Monsieur Jacques Herman, je vous en prie, directeur général du groupe Altarea. Merci beaucoup de votre présence. Alors, mon confrère a pris un petit peu de retard, mais pour autant, on va prendre notre temps. Oui. Voilà, pour qu'on se voit tous bien. On va prendre notre temps pour cette table ronde qui est, pour moi, très, très, très importante, parce que l'idée, pour commencer aussi cet échange, c'est vrai que on parle de conversion, de reconversion des promoteurs immobiliers, de métiers qui changent, et c'est l'objet de cette table ronde, et c'est ce qui nous prendra le plus de temps. Mais bien évidemment, c'est difficile de ne pas parler aussi un petit peu court terme et contexte actuel. L'actualité est extrêmement riche, on l'a vu encore ce matin, il y a de nombreux signaux d'alerte, une réponse gouvernementale avec les conclusions du CNR Logement a été donnée. J'ai envie pour commencer, forcément, de vous demander une petite réaction, peut-être je l'avais demandé ce matin à nos orateurs. Peut-être en un mot, votre sentiment, votre ressenti après ces conclusions du CNR, Monsieur Herman. Vous étiez très, très actif d'ailleurs ces derniers mois sur ce sujet. J'ai essayé. Malheureusement, le bilan n'est pas terrible. La réaction, c'est qu'on a une réponse. C'est mieux que de ne pas avoir de réponse. On a une réponse extrêmement insuffisante, extrêmement décevante, parce qu'il y a eu une guerre totale de Bercy pour tout coincer. Donc le week-end a été très violent et Bercy a donné toute la puissance de ses moyens et de sa doxa et de sa propagande, même puisqu'ils passent leur temps à affirmer des trucs qui ne sont pas prouvés et qui sont même faux, notamment sur l'inefficacité supposée du prêt à taux zéro. Et le résultat, c'est que le projet d'Olivier Klein, notre ministre du Logement, qui a fait ce qu'il pouvait, qui a obtenu un certain nombre d'arbitrages interministériels chez Elisabeth Borne, qui est quand même venue présenter son plan hier, ce qui est positif, le résultat, il est insuffisant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la crise va s'aggraver. La crise du logement au sens large, l'insuffisance de logement dans le pays, et puis la crise du logement neuf, bien sûr, puisqu'on n'en produit déjà pas assez, et on va en produire encore moins. Là, après, si on fait un peu de fiction, je pense qu'il y aura de nouvelles étapes. Il y aura de nouveaux rendez-vous, parce que quand les choses vont devenir graves et criantes, encore plus qu'aujourd'hui,
En général, il faut bouger, et donc il y aura peut-être des mesures complémentaires. Ou alors on fera rien, et là on part pour une crise beaucoup plus dure, beaucoup plus longue. Et nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est des industriels. On fabrique si on sait vendre, et on fabrique si on sait vendre avec un tout petit peu de marge. On va en parler peut-être tout à l'heure. Oui, oui, on en parlera juste là, voilà, pour mais avoir si votre sentiment. on n'a plus de marge du tout, voire des pertes, ou qu'il n'y a pas d'acheteurs en face de nos programmes, eh ben, on arrête de fabriquer, on fabrique moins. Et ça, c'est extrêmement contre-productif, puisqu'on passe notre temps à dire qu'il n'y a pas assez de parcs locatifs, pas assez de stock de logements, donc il faut en produire beaucoup. On en produit déjà peu, on va en produire encore moins si ça continue comme ça. Voilà, le sentiment général, c'est un sentiment un peu... alors ça dépend des gens, il y en a qui sont perplexes, moi je suis perplexe. Alors on garde ce mot, perplexe. Ouais, il y en a d'autres qui sont pessimistes, il y en a d'autres qui sont en colère, voilà. On garde ce mot perplexe pour l'instant, Monsieur Dallier? Je crois qu'on ne peut pas être autrement que perplexe au vu des annonces. Pour compléter ce que dit Jacques, c'est que ça n'est pas qu'une crise du logement, c'est que toutes les classes d'actifs de l'immobilier sont touchées. L'immobilier d'entreprise était déjà touché depuis quelques temps. Il y a un bouleversement avec le télétravail sur la volonté ou pas de continuer à faire aussi des objets. Donc c'est vraiment la difficulté du moment. Et oui, c'est peut-être une spécificité de la France qui protège les promoteurs, la VFA. Mais la VFA, effectivement, quand on ne précommercialise pas, c'est vraiment l'avantage. Mais quand on ne précommercialise pas assez, on ne fait pas. Donc la production chute, les gens ne vont pas pouvoir se loger, assorti d'une vraie crise de la location, puisque toutes les étiquettes EFG qui sont en train de sortir du parc locatif, plus la baisse de production des logements sociaux, on voit bien la liste à rallonge des gens qui veulent se loger, ça va aggraver encore et encore le tout. Voilà. Donc perplexe également. Monsieur de la Roussière? Moi, je n'ai pas eu une grande surprise en apprenant ce qui se passait au CNR, parce que je ne m'attendais pas à grand-chose, pour être honnête. Pourquoi je ne m'attendais pas à grand-chose? Parce que la politique du logement, soit elle est prise en main réellement par le Premier ministre ou par le Président de la République, et Bercy suit, parce que Bercy a toujours été un obstacle, a toujours ralenti les choses pour les raisons qui ont été dites par Jacques de tout à l'heure. Et depuis le départ, on savait que le Président de la République et que la Première ministre ne suivraient pas, n'auraient pas une action très forte sur le logement. Moi, personnellement, j'en suis désolé, parce que je pense qu'on manque de logements en France, on continue en manquer, pardon. Les promoteurs immobiliers, ils ont aussi une petite qualité, c'est qu'ils font 54% des logements sociaux. Donc, il ne faut pas oublier que cette crise du logement que nous allons vivre, elle va être vécue également par le logement social. Donc, s'il n'y a pas une véritable volonté politique, et il n'y en a pas à ce jour, peut-être que ça changera, je m'attendais à pas grand-chose, et c'est arrivé. T'es pas déçu au moins? J'ai pas été déçu du tout, parce que je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Et il y a un de mes confrères qui ce matin sur Europe 1 disait, avec raison, si ça continue comme ça, on va avoir la même chose que la politique énergétique en matière de nucléaire. C'est-à-dire que le logement, l'habitation, c'est un temps long. Ce n'est pas un temps très court. On ne peut pas réagir comme ça. Le jour où on s'arrête, il faut au moins 4 ans avant de relivrer un nouveau logement. Et alors, je ne fais pas l'analogie totale, mais on peut avoir ce type de problème. Et peut-être demain aller chercher les politiques parce qu'ils n'auront pas fait les choses. Meka, peut-être quand même un petit mot. Finalement, c'est aussi tout ce CNR logement, on l'a redit ce matin, on a vu une filière qui était unie, qui avançait ensemble. On a vu des gens qui discutaient ensemble, qui ne discutaient pas ensemble avant. Et finalement, l'État, il reste à côté pour oui, beaucoup d'entre eux. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, j'étais là aussi hier et comment dire, j'ai ressenti... Alors, pour être positif, allez, je vais aller comme Jacques, je vais être quand même positif. D'abord, toute la profession, j'ai ressenti beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de travail en commun, de façon transversale, entre les élus et les différents acteurs, quel que soit que ce soit le secteur HLM, les promoteurs, les architectes, les élus, etc. Donc ça, c'était quand même quelque chose de positif et j'allais dire encourageant. La deuxième chose, tout le monde est d'accord sur le constat.
Ça arrive rarement. Bon, tout à l'heure, on avait un débat. Mais quand même, c'est quand même intéressant de voir ça. Eh bien, c'était l'occasion de capitaliser dessus et j'ai eu beaucoup de sympathie et de peine pour notre ministre du Logement, que j'ai trouvé dans une sincérité, une loyauté, une envie de faire et nageant contre le courant quelque part, et ça faisait mal au cœur. D'autant plus que ce qui vient d'être dit est intéressant. D'une manière générale, nous avons un secteur qui n'est pas malade, qui est en absence de capacité de rebond. Et là, j'ai écouté le même interview de Nordine Hachemi sur Europe ce matin. Le parallèle avec le nucléaire est tout à fait intéressant. Sur l'énergie, c'est intéressant. Le secteur n'est pas malade, mais il va être très, 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 très malade. Et d'une manière générale, on est dans une transformation et dans un changement de paradigme total, mais pas du tout dans un moment où il faut mettre des... Vous savez, ça me fait penser au sketch de... je ne sais plus quel humoriste des années 50. La plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas connu. Sur la veste, là, chez le tailleur, on disait, voilà, non, et la veste c'est de travail. Il disait, oui, mais tenez-vous comme ça, et vous allez voir, ça va être bien. C'est un peu ça, quoi. Ce sont des petites mesurettes. Mais comme dit Jacques, on nous a dit c'est une étape. C'était une conclusion de la première étape. Donc ce n'est pas optimiste. Ce n'est pas le début de la fin, mais c'est la fin du début, peut-être. Alors, justement, vous le disiez, qu'il y avait énormément de mutations qui sont en cours dans notre secteur aujourd'hui. Si on prend un petit peu de la hauteur, quelle vision vous avez, vous tous, du métier de promoteur immobilier aujourd'hui? On a l'impression qu'il a profondément changé. C'est un peu fini le temps du promoteur. J'ai repris d'ailleurs ce matin un de mes orateurs qui disait oui, c'est toujours pareil, les promoteurs, ils arrivent, ils construisent, ils repartent. C'est un peu fini ce temps-là, le temps du promoteur plein aux as, qui vient, qui pose et qui s'en va. Peut-être votre vision aujourd'hui, Monsieur Dallier, je reprends un peu les mots que vous aviez quand on avait préparé. C'est vrai que le mot promoteur, je ne sais pas pourquoi, il est toujours associé à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui va exproprier les gens. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'on fait un métier formidable, on loge des gens. On loge des gens, on fait des commerces, on fait des écoles, on participe à l'attractivité des territoires. Et sans logement, en fait, il n'y a pas de vie dans les villes. Donc on crée la ville, mais on crée la vie dans la ville. Oui, on ne peut plus faire notre métier comme avant. Je reprends souvent cette expression, et alors c'est peut-être une particularité de quelques promoteurs qui ne sont plus que des promoteurs. Ça fait quelques années que Nexity a passé ce pas, puisqu'on est, et on se dit, et on se revendique être un opérateur global d'immobilier. C'est qu'on essaye d'apporter une solution immobilière, quel que soit le stade et quelle que soit la personne en face de nous. En participant, comme je le disais, à l'attractivité des territoires, mais aussi en logeant des étudiants, en étant exploitant. Donc on reste, on est syndic, on fait des résidences seniors. Et le temps où on plantait un bâtiment au milieu d'une ville et on partait, c'est fini. Ça peut rassurer énormément aussi les villes qui ont besoin d'être accompagnées sur tous ces sujets. Le métier a profondément évolué. Monsieur de la Roussière, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Le métier, il a effectivement complètement changé. Et en dehors des circonstances économiques que je citais, parce que c'est vrai que c'était un peu agaçant d'arriver à ce résultat-là, c'est un métier formidable. C'est un métier dans lequel on peut créer des choses, on peut réaliser des choses. Je pense que le partenariat s'est amélioré de manière assez extraordinaire. Effectivement, on ne fait pas que de faire des bâtiments ou des choses comme ça. On refait maintenant des quartiers entiers. On gère des résidences gérées, étudiantes, seniors, que sais-je. Voilà. Donc c'est un métier dans lequel on travaille avec des architectes. Je crois qu'il y a une amélioration du niveau de la promotion immobilière qui a été très forte au cours de ces 20 dernières années ou 30 dernières années. Je pense qu'il y a une prise en compte aussi, et qui est extrêmement positif pour moi, de tout ce qui est développement durable, de tout ce qui est ZAN, même si ça n'arrange pas tout le monde. C'est quelque chose de parfois difficile, mais c'est un métier dans lequel on sert la ville, on sert les habitants de la ville, et on essaye de le faire le mieux possible dans les circonstances. Oui, avec une profession aussi, vous le disiez, des enjeux beaucoup plus complexes aujourd'hui, Monsieur Herman, avec une montée en compétences forcément importante face à la complexité des opérations, une professionnalisation. Pour vous, c'est quoi être promoteur immobilier aujourd'hui, Monsieur Herman? Dans l'idéal, c'est transformer la ville, un peu comme Altarea l'a fait près d'ici, à Issy-les-Moulineaux,
où on a fait un projet de centre-ville, un véritable quartier. Et voilà, l'idéal pour un promoteur, c'est qu'on lui donne la chance de travailler à l'échelle d'un quartier et pas d'un seul immeuble. Et là, on peut commencer à faire de la ville mixte, de la ville dense mais heureuse, de la ville inclusive, du logement, du bureau, des commerces, des restaurants, des cinémas, de la géothermie, des forêts urbaines. Et aujourd'hui, si vous allez à ici les Moulineaux, près d'ici, c'est qu'à le dire, eh bien, vous avez l'impression que ça a toujours existé. On respecte la trame urbaine, etc. On a l'impression que ça a toujours fait partie de la ville. Et ça, c'est une immense récompense. Pour arriver à faire ça, il y a 6 ans de travail, plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. En réalité, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est absolument énorme. Et beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Et finalement, Voilà. beaucoup plus de dialogue aussi. J'ai l'impression que Oui, l'usager tout à aujourd'hui, fait. les collectivités, les élus... Alors, du point de vue de la collectivité, à Issy-les-Moulineaux, il y a un grand-maire bâtisseur qui est là depuis longtemps et qui sait ce qu'il veut. Mais ça n'empêche qu'il faut beaucoup se concerter avec les habitants. Nous, on a quand même fait un énorme chantier en plein milieu d'une ville et ça s'est bien passé. Donc, ça veut dire qu'il y a des solutions. Alors après, tout ce travail... je voudrais revenir à votre phrase sur plein aux As. C'est pas ma phrase, hein, non, mais on le fait, mais il faut qu'on parle cash. C'est vrai que cette image, elle est un promoteur, elle est il présente. gagne en moyenne 5 à 6% sur une opération. C'est-à-dire que sur un appartement d'une valeur moyenne de 300 000 euros, il gagne 15 000 euros en 4 ans de travail. Après avoir pris des risques, parfois sur le foncier, en tout cas sur la construction, très certainement sur la commercialisation, et on le voit bien aujourd'hui. C'est 5 à 6%. Alors ça démarre à 8-10% théorique, et puis les mauvaises nouvelles tombent, et puis statistiquement, vous finissez, quand le marché est bon, à 5-6%. Aujourd'hui, là, 2023, la campagne Cogedim que vous voyez dans la rue, elle coûte 4% du chiffre d'affaires. Donc il ne reste plus que 2. Et les 2, on les met sur la réduction du prix des grands appartements, parce que ça ne se vend pas. Les maires veulent tous des T4, T5 familiaux. Ça ne se vend pas, il n'y a pas de demande. La famille française s'est disloquée, il n'y a plus de demande. Et donc, on laisse notre chemise aussi là-dessus. Après, on vend les logements sociaux à perte massive. On est obligé d'en faire, c'est la loi SRU, on est obligé de les vendre à un petit oligopole de gens qui sont tamponnés par la ville et à un prix fixe sur lequel ils s'entendent. C'est une entorse gravissime au droit de la concurrence, mais tout le monde s'en fout. Laisse vos paroles. Et c'est ça notre métier. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, en 23, il va se faire sans marge ou à perte. On va déstocker avec CDC Habitat et Action Logement le stock toxique qu'on a entassé trop cher ces dernières années. Et puis après, le sujet, c'est est-ce qu'on aura encore envie de prendre des risques pour gagner zéro ou qu'est-ce qui ferait qu'on gagne un peu après 4 ans de travail. Voilà. On se contentait de 15 000 euros sur 300 000, mais pas zéro ni négatif. Mika, je vois que vous vouliez réagir. Oui, moi je voudrais rebondir sur quelque chose pour avoir été promoteur dans les années 90 où on a connu une vraie crise à la fois immobilière et financière. J'aurais bien voulu entendre ces messieurs parler aussi d'une transformation importante de ce métier en France et pas ailleurs, où les promoteurs, et je vous rejoins tous tout à fait sur le fait que le métier est complexe, mais sur la discipline, quand on dit qu'il faut avoir pré-commercialisé, que ce soit du bureau ou du logement, pourquoi c'est important alors que c'est une règle non écrite et que ce n'est pas une loi et que c'est imposé évidemment par les banquiers, mais n'empêche par rapport à une période où il y a eu un stock important, c'est important aussi d'expliquer cette discipline qui a été créée qui fait qu'on ne fait pas prendre de risques ni aux capitaux, ni aux banques, ni aux finances publiques. Ça serait important de l'expliquer parce que je pense que c'est un sujet essentiel de discipline. Je crois que c'est une discipline, comme tu le disais, qui date de 93. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une surproduction. Règle non écrite. Et il y a quand même les banques qui ont la gentillesse de nous imposer des taux de précommercialisation et un certain nombre de choses qui sont, ma foi, très sains. Dans le cadre de VEFA, ce sont des choses assez saines. Il y a une grande attention qui est apportée à la finance parce qu'en fait, on a toujours des risques importants dans notre métier. Parce que le jour où vous avez réservé des logements, ça ne veut pas dire que vous les avez encore vendus. Il peut encore se passer des choses. C'est simplement un amortisseur au cas où, et si ça va très mal, ça peut aller encore plus mal.
et c'est encore plus vrai, on est dans des assises du logement en matière d'immobilier d'entreprise. Et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'immobilier d'entreprise. Il y a aussi une crise assez importante de l'immobilier, puisqu'il y a un nombre de mètres carrés aujourd'hui qui est trop important en région parisienne, aujourd'hui. Il y a 55 millions, 56 millions de mètres carrés de bureaux en région parisienne. À terme, nous en aurons moins. À terme, ça va créer des friches. À terme, il va falloir transformer ces friches en autre chose. Voilà. Enfin, c'est quelque chose qui est réel, qui va exister. Monsieur Mais qui peut être une véritable opportunité. Chez Nexity, ça fait quelques années déjà qu'on a créé une filiale spécialisée dans la transformation d'actifs plutôt à vocation tertiaire en résidentiel. Alors c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre économique. C'est difficile au début. C'est plus facile de transformer en résidence gérée, parce que déjà la trame même des bureaux de 18 mètres d'épaisseur accueille plus facilement des plans avec des cellules un peu plus compactes. Maintenant, il faut vraiment savoir le faire. C'est aussi une véritable réponse à la problématique du ZAN, de recréer la ville sur la ville et de régénérer tout simplement une nouvelle offre. Mais on a démarré il y a quelques années, on commence à avoir des belles opérations qui se livrent. Après, c'est toute la difficulté. Il faut que les investisseurs institutionnels qui détiennent ces actifs, à un moment donné, aient réussi à les mettre dans leur bilan à la bonne valeur pour pouvoir les transformer. Et tant que ce n'est pas fait, c'est compliqué de le faire. Mais justement, cette recherche de nouveaux modèles économiques, on voit bien aussi que ça vous bouscule tous. Et on fait aussi, encore une fois, tomber ces barrières entre bureaux, logements, neufs, anciens. Tout ça, ça se mouline différemment aujourd'hui. C'est pour ça que, en tous les cas, chez Nexity, on ne parle plus d'opération, enfin, on ne parle plus de logement neuf, on parle de nouvelle offre. Et puis, les codes sont bouleversés. Effectivement, dans les entreprises maintenant, pour attirer les gens, on met les codes soit de l'hôtellerie, soit du logement. Dans les logements, pour essayer d'améliorer les conditions de télétravail, on prend les codes aussi des entreprises. Et il faut désiloter nos métiers. Et c'est indispensable. Monsieur Herman, j'imagine que vous êtes assez d'accord sur ce côté désilotage et cette recherche de modèles économiques nouveaux. Comment est-ce qu'on fait ? Oui, alors je suis d'accord et on est un peu tous engagés à des stades divers dans les mêmes démarches. La seule chose, c'est que aujourd'hui, comme le disait Stéphane, il y a assez peu d'opportunités encore de transformation de bureaux en logement parce qu'il faut prendre la perte sur le bureau. Après, il faut résoudre le problème physique des trames larges, comme le disait Stéphane aussi. Après, vous passez du hors-taxe au monde de la TVA, ça fait juste 20% d'écart. Après, il faut rajouter du logement social, parce que c'est la loi. Et à la fin, vous avez une équation économique qui ne marche pas souvent. Voilà. Et bien sûr, il y a un énorme gisement. Bien sûr, c'est l'intérêt général qu'on fasse ces transformations. Mais personne ne nous aide, finalement. Et personne ne vient simplifier le contexte réglementaire, législatif, les règles, et globalement, on va en faire un peu. Je ne suis pas sûr qu'on en fasse vraiment beaucoup, alors que le besoin et le potentiel est là. Oui, finalement, on a l'impression que vous êtes dans cette mutation, dans cette transformation, à cette prise de hauteur, mais la réglementation, l'administration, on est encore trop en silo. Mais qu'à vous réagir aussi. Oui, ça serait intéressant de vous entendre sur ces sujets réglementaires qui, en France, font que non seulement on a des règles par bâtiment, mais on a des règles par usage. Et donc, quand on veut faire un immeuble mixte, alors, la Défense va être, n'est-ce pas, un vrai chantier ou un vrai désert, j'en sais rien, on ne peut pas, puisque le cumul des règles, comment peut-on faire pour sortir de cela? Parce que ça, c'est très français. Ailleurs dans le monde, les règles sont par immeuble et pas par destination en plus. Moi, je crois qu'on peut, hein. C'est juste une question de volonté politique encore. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les Jeux Olympiques, lorsqu'on fait le village des athlètes, vous avez un double permis. Nous, on construit en ce moment 46 000 m² de bureaux qui vont être des résidences pour les athlètes et qui vont être retransformés en bureaux au bout d'un an et occupés donc par... Donc ça existe, c'est des permis à double usage. Quand on a envie de quelque chose, on doit y arriver. Il n'y a pas de raison. Par contre, il y a beaucoup de freins qui existent, qui sont des freins anciens, qui sont des freins qui sont liés à la transformation, par exemple, des immeubles haussmanniens dans Paris, qui sont encore dans la tête des gens. Mais
aujourd'hui, les immeubles haussmanniens, ils ont prouvé une certaine valeur. Ils ont été des immeubles haussmanniens, ils ont été des immeubles de bureaux, et maintenant, ils vont revenir en immeuble, en immeuble de logement ou en hôtel ou en autre chose. Parce qu'il n'y a pas que la transformation de bureaux en logement, il y a aussi des hôtels. Finalement, on est dans un éternel recommencement. Donc, une des idées, mais qui est une idée très difficile, c'est d'arriver à créer des immeubles transformables. Et il y a des caractéristiques physiques pour les immeubles transformables qui ne sont pas toutes évidentes. Hein. Ce que disait Jacques, c'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. C'est-à-dire que si vous avez construit très mal les bureaux, vous allez avoir beaucoup de mal à les transformer en logement. Il y a des règles physiques. Et puis, il y a aussi des règles législatives, et je reviens à ce que tu disais, Mika, c'est-à-dire que si on ne fait pas des efforts importants pour arriver à simplifier les choses et pour arriver à ce qu'on construise à nouveau la ville sur la ville, sans trop de contraintes, eh bien, on va mettre des années à le faire. Oui, parce que côté innovation, vous êtes quand même tous assez engagés, hein, chacun d'entre vous, sur ce. On parle de hors-site, on parle de préfa, on parle de biosourcé, tout ça, chacun d'entre vous, vous y allez. À notre niveau, on est tous très engagés, effectivement. Nous, on s'est engagés en plus en disant qu'on voulait être ZAN en 2030, avec 20 ans d'avance. On sait le faire, on sait comment on va le faire. Justement, avec la rénovation urbaine, c'est une des grandes caractéristiques. Mais je crois que sans abuser des règles, il faut qu'on trouve des solutions de simplification sur le plan administratif. Si on ne le trouve pas, on n'avancera pas, ça prendra du temps, ça sera très cher et il y aura des tas de problèmes. C'est en ça que notre métier est en train d'évoluer. Il nécessite une ingénierie financière, on le disait, de plus en plus complexe, une ingénierie technique aussi. On parle beaucoup de transition écologique. Encore une fois, on est les premiers à oser aller beaucoup plus loin que la simple norme RE 2020 parce que ça fait des années et des années que les promoteurs subissent les RT et toutes ces normes. Nous, on a voulu être plus actifs, voire même aller beaucoup plus loin, mais c'est coûteux. C'est coûteux et c'est quand même dommage que quand on met l'accent sur une accélération de la transition écologique, on ne soit pas non plus accompagné plus que ça. Alors il y a eu le Pinel Plus qui permettait d'aller un peu plus loin que la RE 2020. Aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a plus d'investisseurs. De toute façon, ils n'ont pas leur prêt. Donc, ça règle la chose. Mais c'est vraiment dommage. Il faut trouver un système qui nous permette d'aller plus vite sur tous ces sujets. Bien sûr. Alors, au-delà de ça aussi, on a ce côté, en face aussi, un bouleversement total des usages. On l'a un petit peu évoqué. J'aimerais aussi vous entendre sur ce sujet, de nouvelles façons d'habiter. Et puis aussi ce besoin... on a une démographie qui avance, un vieillissement de la population. Chacun aussi, vous avez des résidences gérées, c'est un point un peu important. Vous inventez aussi des nouveaux modèles, le co-living, l'intergénérationnel. Chacun de vous est aussi engagé là-dessus. J'aimerais vous entendre aussi sur ce sujet, sur cette... Oui, on a beaucoup de produits en interne puisque on est exploitant de résidences étudiantes, on est encore actionnaire de résidences seniors, on fait du co-living, on fait du BTR, du build to rent. C'est toutes les nouvelles manières d'habiter. Mais ça, c'est aussi lié au fait qu'on ne peut plus considérer que notre seul client, c'est celui qui nous achète le logement. Je crois qu'il faut aussi considérer que c'est celui qui va y vivre. Effectivement, et des fois c'est le même, c'est la résidence principale, mais ça représente à peine 25% de la production. Donc quand on considère qu'on a deux clients, on fait les choses un peu différemment et ce n'est pas forcément le même produit aussi. Bien sûr. Vous vouliez... Allez-y, monsieur de la Roussière. Non, mais lorsqu'on est exploitant de résidence gérée, nous sommes notre propre client, puisque c'est nous qui louons à la sortie, et ensuite on sous-loue en rendant des services importants. Moi, je crois qu'on arrive à un moment où, en fait, il y a une évolution complète du rapport à la propriété, une évolution de l'usage. Les gens ont moins envie de se bloquer pendant longtemps. On le voit dans le travail, on le voit dans la réalité. Et que les résidences qu'on peut faire, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient seniors, qu'elles soient co-living, elles correspondent à des moments de vie. Jeunes, enfin les étudiants, ils sont jeunes, les personnes âgées, elles sont âgées comme le nom l'indique. Et puis le co-living, en fait, ça correspond à un besoin de pouvoir être mobile,
de pouvoir avoir une demande comme le coworking. Et finalement, c'est une agilité que vous devez avoir, vous, à bouger les lignes aussi au sein même de vos structures. C'est là où je vais aller aussi, de cette transformation du métier. On le fait et on démontre quand même qu'il y a quand même un petit sujet sur le logement. Je reprends les résidences étudiantes. Nous, en exploitant au travers de Studéa, pour la première fois l'été dernier, les étudiants n'ont pas rendu leur appartement. D'habitude, ils s'arrêtent en juin, ils reprennent en septembre. De peur de ne pas retrouver de logement. C'est pas une histoire de JO, là. Mais voilà, de peur de ne pas retrouver de logement, eh bien, ils continuent à louer. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Ça veut dire qu'on n'en fait pas assez. Monsieur Herman. Ce que dit Stéphane, c'est une des nombreuses manifestations de l'insuffisance de logements dans ce pays. Il y en a d'autres quand il y a des manifestations au Pays Basque ou en Bretagne contre Airbnb. Et en fait, tout simplement, on n'a pas assez de logements. Et vous savez que c'est parce qu'on n'a pas assez de terrain, où on se bat tous sur les mêmes terrains, qu'on en aura de moins en moins avec le zéro artificialisation, qu'après, on n'a pas assez de permis. Que ces permis, il faut aller les chercher en passant par les listes au Père Noël des uns et des autres, à faire des trucs compliqués qui servent à rien, qui gaspillent l'argent des clients finaux. Et puis surtout, on nous donne moins de densité que n'autorisent les PLU, ce qui est illogique puisque les mêmes qui font les PLU, en deuxième semaine, ils ne vous donnent pas la densité du PLU. Et donc, on ne produit pas assez, ça c'est un problème d'offre. Après, on a un énorme problème de coût, puisqu'on a empilé la spéculation foncière, la subvention énorme des logements sociaux, un impôt caché, la revente à perte des logements sociaux. Après, l'explosion des coûts de construction avec la pandémie, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie. Et on a trouvé que c'était un bon moment pour mettre la RE 2020, le 1er janvier 2022, qui renchérit les coûts de 7%. Et à l'arrivée, la demande, elle ne peut plus payer. On s'est tous shootés pendant 10 ans au taux d'intérêt. On avait tous du pricing power. On pouvait tous augmenter les prix pour faire payer au client final le prix de toutes ces âneries de tous les intervenants, toutes les parties prenantes, y compris nous. Et puis tout d'un coup, les taux montent et le crédit se raréfie et on s'aperçoit que les gens ne peuvent plus payer. C'est vrai des accédants, c'est vrai des investisseurs locatifs, puisque investir, avoir un rendement locatif de 2%, payer 4% de taux d'intérêt, être couvert d'impôts et de problèmes avec les locataires, c'est quand même pas le paradis qui a été évoqué par certains. Et c'est pareil, les institutionnels, les vrais, les anglo-saxons, les assureurs, les fonds de pension, ils ont disparu de la circulation parce qu'ils tirent un peu plus vite que tout le monde les conclusions d'une situation. Et puis il reste des bailleurs sociaux à qui on demande de venir nous aider pour déstocker. Mais si vous voulez, ce sujet, oui, bien sûr, il y a différentes formes de logement. Oui, bien sûr, il y a des nouvelles solutions d'habiter, etc. Mais il nous faut des permis, il faut des terrains pas trop chers. Quand même, il faut construire. Mieux ne veut pas dire ne plus construire. Voilà, ça, il faut construire et construire à un coût raisonnable. Et il faut trouver derrière, à la fin, des clients. Voilà. Et encore une fois, on est des industriels, oui, on fait de la R&D, oui, on se casse la tête tous les jours pour trouver des débouchés, vous pour inventer des produits interne. nouveaux, et ça a été bien évoqué par mes très excellents collègues, mais il y a un moment où tout ça, ça va se gripper magistralement, tout ça, ça va être balayé par une crise majeure, et le sujet, ça sera où est-ce qu'on va donner un toit aux Français. Oui, voilà. parce que Et ça, c'est demain matin. Votre mission première, c'est quand même ça. Exactement. Meka, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais depuis des mois, on est un certain nombre pour dire, évidemment les professionnels, mais quelques autres personnes, le logement, c'est une bombe sociale qui nous attend. Je pense qu'on est face à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un sujet technique, ce n'est pas simplement un sujet de savoir dans quel silo on est, dans quelle catégorie. C'est une bombe sociale générale et ça pose un problème sociétal de manière générale. C'est pas simplement une question de logement social ou pas social, plus ou moins géré, pas géré. C'est le global que ça pose problème et ça devrait être une cause nationale en fait. On est tous concernés et tout simplement c'est une question de dignité tout de même. Finalement, ce CNR, ça aura quand même servi à ça, c'est remettre quand même cette question du logement. C'est ça. Ça, c'est bien. Pensons à ça. Peut-être avant de vous laisser la parole, mais justement pour conclure un peu ce temps, j'avais envie de vous redemander à chacun sur quel mot on pourrait terminer. Voilà, est-ce qu'on reste optimiste? Comment est-ce que vous voyez dans 10 ans votre métier? Qu'est-ce qu'il faut Alors vous voyez, mon métier, il s'écroule.
Il y a Bruno Le Maire qui a fait un trou sous l'estrade pour que je tombe dedans. Je le remercie beaucoup, j'en attendais pas moins de lui parce que ça va, non, tout va bien. Donc ma vision, plus sérieusement, du métier, c'est que le logement a une chance. C'est qu'on en a besoin, un besoin sociétal vital. C'est peut-être un peu différent dans le bureau. On n'est plus très sûr qu'on a besoin de bureaux ou plus très sûr qu'on a besoin d'autant de bureaux. Donc je dirais le bureau a un grave problème, c'est que son besoin même, en tout cas en cette quantité actuelle, peut être mis en cause. Le logement, c'est différent. On en a énormément besoin, plus que jamais, et ça va nous péter à la gueule. Donc quand il y a un besoin, un jour, il y a une solution. Ouais, je suis optimiste. Donc je pense qu'on va passer par une crise, par une énorme incompréhension, par un gâchis absolument terrible, exactement comme c'était évoqué sur le nucléaire. Il faut aller devant le mur pour que. Moi, je dis les habito-sceptiques d'aujourd'hui, ceux qui contestent qu'il y a une crise, ressemblent aux climato-sceptiques d'hier. Vous savez, ces gens qui argotaient sur les chiffres du GIEC en disant mais non, 3,5 degrés, c'est pas vrai, ils vont se tromper, leurs calculs sont faux. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'il y a un scepticisme sur la réalité de cette crise. Elle est là. On en sortira un jour. On en sortira après beaucoup de problèmes. Il y aura de la casse chez les promoteurs, bien sûr. Il y aura de la casse plus grave, sociétale, parce que des Français seront à la rue. Et puis un jour, on fera ce qu'il faut pour que ça redémarre. Et comme le besoin est là, on trouvera les solutions. Ce n'est pas que du budget de l'État. Parce qu'on est très vite caricaturé en disant ah ouais, les promoteurs, ils savent que tendre la main pour demander de l'argent à l'État. Il y a 1000 choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas 1 euro à l'État. Il faut juste nous écouter un peu et pas nous traiter comme on a été traité jeudi dernier à Bercy, par exemple. Toujours cette idée que le logement coûte cher et voilà, il faut nous écouter. On a plein de propositions à faire, dont la plupart ne coûtent pas d'argent. Et la plupart sont autour de ce qu'on évoquait tout à l'heure, la simplification, la volonté collective d'y arriver. En fait, c'est ça. Il faut avoir envie d'y arriver et considérer notamment les promoteurs non pas comme des profiteurs, mais comme des acteurs d'une chaîne de valeur utile à la nation. Et là, ça ira beaucoup mieux. Et donc, moi, ma vision à long terme, c'est qu'après 2 à 5 ans de crise, la durée dépend du temps nécessaire pour prendre conscience des problèmes, on sortira par le haut et on résoudra et on s'occupera des besoins vitaux de la nation que sont le logement, au même titre que l'alimentation, l'éducation, l'enseignement, etc. Merci, Monsieur Herman. Alors, Monsieur Dallier, même question, mais alors ne tombez pas, hein, s'il vous plaît. Je vérifie qu'il n'y a pas de trou. Oui, fais attention. Oui, comme le dit Jacques, c'est un besoin structurel, donc c'est plutôt rassurant quand même pour notre métier. Qui plus est, non délocalisable. C'est bien aussi de se dire qu'il y a une classe de métier qui est non délocalisable. Et moi, je finirai sur une touche optimiste, et je le dis souvent à mes équipes, parce qu'en ce moment, c'est difficile hein, pour les équipes de se lever le matin et de regarder l'état des ventes et de se dire « Oh là là, j'ai pas assez vendu, j'ai beaucoup de difficultés d'obtenir les permis, de vendre, etc. » C'est qu'on fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, un métier formidable, on loge des gens. C'est que dans le futur, on a besoin de logements. On ne sait pas ce qu'on fera comme produit, mais c'est tout l'intérêt aussi du métier. C'est qu'il faut être en constante évolution, il faut être très agile, il faut être innovant. On ne sait pas à qui on va les vendre. Est-ce qu'on les vendra à des particuliers? Est-ce qu'on les vendra à des investisseurs? Est-ce qu'on les vendra à d'autres choses, à d'autres personnes? Mais en tous les cas, il y a un besoin et donc on construira et on sera là pour ça. Merci, Monsieur de la Roussière. Alors moi, je suis très optimiste, comme d'habitude, parce que si on ne fait pas ce métier en étant optimiste, ce n'est pas la peine de le faire. On a tellement de difficultés. Ma femme compare ça à un steeplechase, et c'est vrai, on se remet en cause systématiquement. Je pense exactement ce que tu viens de dire, Jacques, c'est-à-dire qu'on va avoir une crise. Personne n'en connaît la durée. Elle va être forte, parce qu'on est dans un moment assez structurel, et pas du tout d'accompagnement, enfin de petites choses. Donc elle va durer ce qu'elle durera. Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je pense que ça va faire des dégâts importants au niveau du logement, parce qu'encore une fois, à partir du moment où on décide from scratch de faire un logement et au moment où on le livre, c'est 4 ans minimum. Donc si tout s'arrêtait, et je n'espère pas que tout va s'arrêter, je pense qu'on va continuer, on va rester agile. Peut-être qu'il faut renégocier avec les propriétaires du terrain pour qu'ils nous laissent un peu plus de temps. Ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, il ne faut pas abandonner les opérations qu'on a eu du mal à faire. Mais s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on considère qu'on est dans un problème avec le logement et que le logement,
c'est effectivement vital. Les gens ont besoin de logements pour habiter, pour se distraire, etc., pour beaucoup de choses. Ne cassons pas trop quelque chose qui va être un peu cassé. Et on le voit en plus, vous avez beau être concurrents, vous avez ce message commun et on était tous d'accord sur ce message depuis le début de cette journée, agir ensemble. Meka, je vais vous laisser la parole pour notre conclusion. Je me mets debout pour... Je vous en prie. Ne tombez pas. Je vais pas tomber. J'ai essayé de... Non, mais justement, c'est pour éviter de tomber dans un trou. Oui, c'est ça. Non, mais un mot, non pas pour conclure, mais pour échanger avec vous. Je pense que, globalement, nous vivons aujourd'hui un changement de paradigme et pas simplement une crise passagère qui va se résoudre demain matin par des solutions Yaka Faucon ou du cost killing ou ceci ou cela. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que, comme cela a été dit, et ça a été dit à plusieurs reprises par l'ensemble des professionnels, nous vivons des tas d'injonctions contradictoires, des injonctions réglementaires, des injonctions d'obligation, mais nous vivons aussi le court terme contre le long terme, les obligations environnementales contre les passoires, la rentabilité contre les obligations sociales. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on a observé hier et ce qu'on observe aujourd'hui par tous les professionnels, parce que nous sommes dans un métier de long terme, c'est que nous sommes alignés pour dire qu'il y a quelque chose d'important à faire, parce que nous parlons du bas de l'échelle de Maslow, parce que des pensions de famille au logement, je ne parle pas du luxe, mais aux logements familiaux, en passant par le social, le géré, les personnes âgées, les étudiants et que sais-je, nous parlons des besoins de dignité, des besoins de base, des besoins de vivre. Par ailleurs, nous vivons aussi une transformation très importante cette fois-ci, qui est la fin de la civilisation, de la tertiarisation. Le tertiaire, qui depuis, après-guerre, accéléré depuis les années 90, a permis de passer des métiers industriels ou des métiers de base à des métiers de bureau. Au passage, mesdames, messieurs dans la salle, ça a permis l'émancipation des femmes avec un coût très élevé d'énergie et de carbone. Ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher les femmes. Au contraire, il faut continuer cette émancipation. Mais cela est derrière nous du fait de l'intelligence artificielle. J'aime pas tellement l'adjonction de ces deux mots, mais surtout de tout ce qui est mécanisation, de digitalisation et autres. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on voit en matière d'immobilier tertiaire, les loyers dans les endroits les plus centraux, dans les mixités d'usage autour des hubs de transport augmenter, alors que des immeubles de bureaux sont délaissés en périphérie. À cela se rajoute la civilisation d'automobile qui est derrière nous, au bénéfice de transports en commun ou de toutes sortes de mobilités de façon générale. Dans cet environnement-là, Olivier de la Roussière le soulignait tout à l'heure, notamment en Île-de-France, mais d'une manière générale, on a construit beaucoup de bureaux parce que c'était plus facile et parce que ça permettait de collecter les taxes et surtout, on n'était pas obligé de construire des crèches, des écoles, etc., tout un tas de services, au détriment du logement, en pensant d'ailleurs qu'on maîtrisait ces électeurs. Tout ça, c'est derrière nous. On en a besoin parce que demain, ces immeubles vides, ça va être des friches. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des visites guidées de nos ruines, n'est-ce pas, modernes, en disant, voilà, ici, J, le siège de tel ou tel qui a quitté. On a besoin de pouvoir le transformer, on a besoin de se poser des questions. L'innovation est là, la volonté est là, la capacité est là et le professionnalisme de tout le secteur est là. Eh bien, on doit pouvoir travailler ensemble et une page de publicité, c'est ce que nous essayons de faire, notamment à travers les actions collectives de l'Université de la Ville de demain, pour pouvoir réfléchir, non pas en demandant toujours des nouvelles lois et des nouvelles subsides. En vérité, hier, on n'attendait pas ça. On attendait un engagement, une envie, un leadership. C'est ça qu'on attendait, je pense, plus. On saura être créatif et trouver des solutions. Et j'espère qu'on va y arriver, parce que certes, il peut y avoir des années de crise, mais les dégâts vont être terribles. Et je voudrais finir par ce mot « I have a dream ». J'aimerais bien qu'on puisse y arriver collectivement, parce que l'énergie, la compétence et la capacité est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Là, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous également, messieurs.
Merci à tous. Une petite pause et vous reprenez à 16h dans cette salle avec notamment la chef de la représentation de la Commission européenne. Donc ne manquez pas cette interview. Merci.